reçu la facture? Je lui ai répondu que oui. Bien. Le fournisseur exige le règlement d'ici vendredi, sinon ils bloqueront la prochaine livraison. J'ai dit que j'allais m'en occuper. Elle a raccroché avant que je ne puisse poser la question pour laquelle j'appelais initialement. Je suis resté dans ma cuisine à Versailles pendant un long moment, serrant le téléphone contre ma poitrine, regardant le jardin que j'avais passé 30 ans à entretenir. L'érable dans le coin était devenu entièrement rouge. Ma femme, Françoise, aurait dit que c'était magnifique. Elle est partie il y a 4 ans, et parfois je me surprends encore à me tourner pour lui raconter des choses. La question que je voulais poser à ma belle-fille était simple. Quand a lieu l'inauguration officielle? Mon fils Julien préparait l'ouverture de son centre de bien-être depuis près de 2 ans. Le centre, un établissement de kinésithérapie et de rééducation qu'il avait nommé le Centre des Cèdres, devait être l'aboutissement de tout. Ses études, ses années à travailler pour d'autres praticiens. Les 320 000 € que j'avais versés à partir des économies que Françoise et moi avions mis toute notre vie active à bâtir. J'avais pris ma retraite de professeur de mathématiques en lycée après 31 ans de service. Françoise avait été administratrice d'hôpital. Nous n'étions pas des gens riches, mais nous avions été prudents et constants. Et quand Julien est venu me voir au printemps il y a 2 ans avec un plan d'affaires et un rêve, j'avais cru en lui de la manière dont seul un père peut croire en son fils. Je n'ai pas demandé de siège au conseil d'administration. Je n'ai pas exigé que mon nom soit sur la porte. J'ai seulement demandé qu'il me tienne informé, que je sois traité non pas comme un investisseur, mais comme son père. Pendant les premiers mois, il l'a fait. Nous nous parlions tous les dimanches. Il me détaillait les rénovations, les achats d'équipements, le processus de recrutement. Il envoyait des photographies. Il m'appelait tout enthousiaste depuis le chantier quand les nouvelles tables de massage arrivaient. C'était de bons mois. Puis sa femme, Sandrine, a pris en charge les finances de l'entreprise. Je veux être juste envers Sandrine. Elle est organisée et déterminée, et elle aime clairement Julien. Mais dès l'instant où elle a assumé le contrôle de l'administration du centre, ce que Julien m'a expliqué un peu piteusement en disant qu'elle avait une formation en gestion de la santé, nos appels du dimanche sont devenus plus courts, puis moins fréquents. Puis ils ont complètement cessé, remplacés par des SMS occasionnels et des factures transférées de temps à autre. Je me disais que c'était normal. Les entreprises demandent du temps. Les fils font leur propre vie. J'avais lu assez de courriers du cœur dans les pages des magazines du week-end pour savoir qu'un père qui s'accroche devient un fardeau. Mais il y a une différence entre lâcher prise et être poussé dehors. Je commençais seulement à comprendre ce qui m'arrivait. Le vendredi suivant l'appel pour la facture, j'ai conduit jusqu'au centre. C'était la première fois que je m'y rendais en 3 mois. Sandrine avait mentionné à un moment donné pendant l'été que le bruit des travaux était trop perturbant pour des visites impromptues, et j'avais respecté cela. Le trajet a duré 40 minutes depuis Versailles jusqu'à Boulogne-Billancourt, en passant par des rues que je connaissais bien depuis les années où Françoise et moi rendions visite à sa sœur. J'ai trouvé une place de parking facilement. La rue était calme pour un vendredi après-midi. J'ai marché vers le bâtiment et je me suis arrêté. Il y avait des plantes dans la vitrine. Des œuvres d'art encadrées sur les murs que je pouvais voir depuis le trottoir. Une enseigne au-dessus de la porte indiquait le Centre des Cèdres, rééducation et bien-être, en lettres bleues marine épurées sur fond blanc. Sobre et professionnel. Le centre était ouvert, clairement, indéniablement ouvert. On voyait un comptoir de réception à travers la vitre. Une femme tapait sur un ordinateur. 2 personnes attendaient dans la salle d'attente avec des formulaires. Je ne suis pas entré. Je suis resté sur ce trottoir pendant ce qui m'a semblé être une éternité, faisant mes calculs. L'enseigne avait l'air assez patinée, pas toute neuve, pas installée la semaine dernière. Les plantes avaient bien poussé dans leur pot. Les lettres au-dessus de la porte présentaient une légère trace de calcaire le long du bord inférieur là où la pluie avait coulé sur le mur. Je suis rentré chez moi. Ce soir-là, j'ai appelé Julien. L'appel est tombé sur sa messagerie après 3 sonneries. J'ai rappelé le lendemain matin. 2 sonneries, puis la messagerie. Il me rejetait. Mon propre fils. Je suis resté avec cette certitude pendant une journée avant d'appeler Sandrine. Elle a répondu à la première sonnerie, ce qui m'a confirmé certaines choses. Quand le centre a-t-il ouvert, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Pas longue, juste assez. L'ouverture technique a eu lieu il y a environ 6 semaines, a-t-elle dit.
Nous avons fait un lancement discret, juste la famille et quelques collègues proches. J'ai encaissé l'information. Je n'étais pas invité. Julien voulait que ce soit sans chichi. Tu sais comment il réagit face à la pression. Je savais effectivement comment était Julien. Il avait été un enfant sensible, sujet à l'anxiété avant les spectacles, avant les examens, avant tout ce qui lui tenait à cœur. J'avais toujours essayé de le protéger du stress inutile. Je n'avais jamais envisagé, en 65 ans d'existence, que ma présence à un événement significatif de la vie de mon fils puisse être catégorisée comme un stress inutile. Sandrine, ai-je dit, et j'ai gardé une voix calme parce que j'avais été enseignant pendant 3 décennies, et les voix calmes sont une chose que l'on apprend. J'ai investi 320 000 € dans ce centre, ce dont nous vous sommes très reconnaissants, a-t-elle dit, Julien t'appellera cette semaine. Il n'a pas appelé cette semaine-là. Je ne suis pas un homme qui agit par impulsion. Françoise avait l'habitude de me taquiner à ce sujet. Elle disait que je pouvais transformer le choix d'un plat au restaurant en une enquête philosophique complète. Mais la délibération n'est pas la même chose que la passivité. Et à mesure que les jours passaient sans appel de mon fils, j'ai commencé discrètement et soigneusement à faire ce que toute personne raisonnable ferait quand elle soupçonne qu'elle est gérée plutôt que respectée. J'ai commencé à prêter attention. J'ai repris mes dossiers, chaque virement, chaque reçu, chaque échange de mails liés au centre au cours des 2 dernières années. J'avais été minutieux dans ma documentation, une habitude de professeur de mathématiques. Et ce que j'ai découvert en étalant tout sur la table de la salle à manger était une image qui avait été obscurcie par ses propres détails. L'accord original entre Julien et moi n'était pas un contrat formel. J'en avais suggéré un. Au début, Julien avait eu l'air blessé. « Papa, c'est la famille », avait-il dit, et je m'étais senti mesquin d'avoir suggéré le contraire, ce qui je le comprends maintenant était exactement l'effet recherché. Ce que j'avais était une série de mais. Dans ses emails, Julien avait décrit ma contribution comme un investissement aux conditions familiales, ce qui signifiait pas d'intérêt formel, pas de calendrier de remboursement fixe. Mais l'entente selon laquelle je serais traité comme un associé passif ayant le droit d'être tenu informé des étapes majeures. Ces mots, son email, l'inauguration du centre était par n'importe quelle définition une étape majeure. Il y avait plus. J'ai commencé à remarquer des schémas dans les factures que Sandrine transférait. Des équipements dont je ne me souvenais pas avoir approuvé l'achat, des frais de conseil qui revenaient mensuellement payés à une société immatriculée sous un simple numéro. Je ne reconnaissais pas un poste de dépense décrit uniquement comme développement commercial qui avait été débité du budget de fonctionnement du centre. Mon argent était toujours ponctionné depuis 11 mois consécutifs. Je ne suis pas comptable, mais j'avais passé 31 ans à apprendre à mes élèves à suivre la logique des chiffres. Et la logique de ces chiffres me disait quelque chose que je ne voulais pas entendre. J'ai appelé mon vieil ami Bernard, qui avait pris sa retraite du droit des affaires il y a 3 ans et passé la majeure partie de son temps à faire de la voile près de La Rochelle. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner dans une brasserie près du port. J'ai apporté les emails. J'ai apporté les factures. Je les ai étalées sur la table entre nos tasses de café et je les laissais lire. Bernard n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a dit, « Gérard, sais-tu qui possède cette société au nom de code ?» J'ai répondu que non. Il a fait glisser ses lunettes de lecture sur son nez et m'a regardé par-dessus les montures. « Tu devrais te renseigner. » J'ai engagé une comptable, une femme à la retraite nommée Chantal, qui faisait des missions ponctuelles et posait très peu de questions pour examiner l'ensemble de la situation financière de ce que j'avais contribué et de ce qui avait été facturé. Elle a pris 2 semaines. Quand elle est revenue vers moi, elle a apporté un résumé de ses conclusions imprimées sur 4 pages et une expression sur son visage que je reconnaissais pour avoir moi-même annoncé des nouvelles difficiles aux parents d'élèves pendant 30 ans. La société mystérieuse recevait des frais de conseil mensuels du centre. Le directeur de cette société était le frère de Sandrine, un homme nommé Pascal qui, d'après ce que j'ai pu déterminer, n'avait aucune expertise particulière en administration de la santé ou en kinésithérapie ou quoi que ce soit d'autre qui justifierait des frais de conseil mensuels de 2 800 € sur 11 mois. Cela représentait 30 800 € facturés sur le budget de fonctionnement du centre. Sur mon investissement, il y avait d'autres choses dans le résumé de Chantal, mais c'était ce détail qui restait gravé en moi, clair et lourd comme une pierre dans une eau stagnante. Je n'ai pas appelé Julien. Pas tout de suite. J'avais besoin de réfléchir, et j'avais besoin de comprendre toute l'ampleur de ce à quoi j'avais affaire avant de dire un mot. C'est, je suppose,
la partie de l'histoire où un autre type d'homme aurait conduit directement à Boulogne pour faire un scandale, mais les scènes ne mènent à rien. Françoise m'a appris cela. On ne gagne pas en criant. Elle avait l'habitude de dire, on gagne en étant le dernier encore debout à table. Par l'intermédiaire d'un contact mutuel, le mari d'une ancienne collègue qui avait fait affaire avec le propriétaire des murs du centre, j'ai pu consulter une copie du bail du centre. Je n'expliquerai pas comment exactement parce que ce n'est pas le genre de choses qui donne une bonne image de qui que ce soit. Ce qui compte, c'est ce que j'ai trouvé. Le bail avait été signé avec une caution personnelle, non pas par Julien et Sandrine conjointement, mais par Julien seul. Quoi qu'on m'ait dit sur la structure de cette entreprise, l'exposition financière reposait entièrement sur les épaules de mon fils, sans être partagée avec sa femme, ni répartie sur une structure d'entreprise qui aurait pu offrir une protection. Si le centre périclitait, Julien était le seul responsable personnel. Je ne sais pas si Sandrine savait cela quand elle a autorisé les frais de conseil de Pascal. Je ne sais pas quelles conversations ont eu lieu chez eux en mon absence. Ce que je sais, c'est que mon fils portait un poids qu'il ne comprenait peut-être pas totalement, et que la femme qui gérait ses finances en détournait une partie vers sa propre famille. J'ai appelé Julien un dimanche matin. Il a répondu à la 5e sonnerie. Papa. Il avait l'air fatigué. Pas surpris. Exactement. Plutôt comme un homme qui attend une conversation difficile et qui n'a pas bien dormi en l'anticipant. J'aimerais passer au centre, ai-je dit. Pas par surprise. Je te préviens maintenant, mardi après-midi. Une pause. Bien sûr, papa. J'aimerais que Sandrine soit là. Une autre pause. Plus longue. Je peux lui demander. Fais-le, je te prie. La réunion du mardi n'a pas été facile. J'avais passé le week-end à m'y préparer comme je me préparais autrefois pour les entretiens difficiles entre parents et professeurs, méthodiquement, sans colère, avec pour objectif de parvenir à une compréhension plutôt que de punir. J'ai apporté le résumé de Chantal. J'ai apporté mes emails. J'ai apporté les informations sur le bail. Julien et Sandrine m'ont reçu dans le petit bureau à l'arrière du centre. Julien donnait l'impression de ne pas avoir dormi. Sandrine paraissait calme, de la manière dont les gens paraissent calmes lorsqu'ils ont répété leur contenance. J'ai posé les documents sur le bureau entre nous et j'ai dit doucement, j'aimerais que nous examinions cela ensemble. Ce qui a suivi a été 2 heures que je ne transcrirai pas en détail parce que ces détails appartiennent à ma famille et à personne d'autre, mais voici la forme que cela a pris. Sandrine a justifié les frais de Pascal comme étant un soutien légitime durant la phase de lancement. Julien a dit qu'il ne connaissait pas l'étendue réelle de ce qui était facturé. Sandrine a dit que Julien était au courant. Julien a dit qu'il avait donné son accord pour du conseil de manière générale sans examiner les spécificités. C'était douloureux à regarder, non pas parce qu'il me mentait, bien qu'il y ait eu des moments où j'en doutais. C'était douloureux parce que je pouvais voir mon fils, cet homme que j'avais élevé, cette personne en qui j'avais cru au point de lui confier mes économies de retraite. Assis sur une chaise en face de sa propre femme et réalisant peut-être pour la première fois avec moi comme témoin que leur version des faits ne concordait pas. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas menacé. J'ai seulement dit quand les 2 heures furent terminées. J'ai besoin que cela soit reconnu formellement. Un compte rendu écrit de tout ce qui a été dépensé et un plan de remboursement pour ce qui a été payé à la société de Pascal. Pas parce que j'ai besoin d'argent, Julien. Mais parce que j'ai besoin de savoir que nous agissons honnêtement. Sandrine a dit qu'elle aurait besoin de temps pour en parler à son comptable. J'ai répondu, bien sûr, je vous donne 2 semaines. En sortant, Julien m'a suivi jusqu'à la porte. Sandrine est restée dans le bureau. Il se tenait sur le perron, les mains dans les poches, regardant le parking. Je suis désolé papa, a-t-il dit. Je sais que tu le es. Je ne savais pas qu'elle payait autant à Pascal. J'ai regardé mon fils pendant un long moment. Je l'ai cru. Je crois qu'il avait signé son nom sur des documents sans les lire, faisant confiance à sa femme pour gérer les détails qu'il ne voulait pas gérer, et qu'il avait bâti un magnifique centre sur des fondations qu'il n'avait pas totalement inspectées. Je l'avais vu agir ainsi toute sa vie. Julien avait toujours été le visionnaire, celui qui avait le rêve, celui qui avait besoin des autres pour l'exécuter. C'était une force et c'était une vulnérabilité. Et dans ce cas, quelqu'un en avait profité. C'est quelque chose que tu vas devoir régler, ai-je dit. Pas pour moi, pour toi-même.
Je suis rentré à Versailles dans la lumière de la fin d'après-midi. L'autoroute A13 avançait lentement, et je n'étais pas pressé. J'ai mis France Inter, une vieille habitude datant de l'époque où Françoise insistait pour avoir la radio dans la voiture, et j'ai laissé le trajet durer le temps qu'il fallait. Les 2 semaines passèrent. Un jeudi, j'ai reçu un document du comptable de Sandrine. C'était un décompte complet de toutes les dépenses du centre à ce jour, incluant les frais de conseil de Pascal, totalisant 34 200 € de paiement que je n'avais pas explicitement approuvé. Y était joint une proposition de remboursement par mensualité sur 18 mois, prélevée sur les revenus prévus du centre. J'ai revu cela avec Bernard au téléphone. Il a dit que c'était équitable. J'ai dit que j'accepterais à une condition, qu'à l'avenir, toute dépense supérieure à 5 000 € nécessite mon accord écrit. Sandrine a accepté. Elle n'avait pas l'air ravie, mais elle a accepté. Ce qui s'est passé ensuite a été plus lent et moins dramatique que les événements précédents. Julien et moi avons repris nos échanges le dimanche. Les appels étaient différents, plus courts d'une certaine manière, plus prudents, mais aussi plus honnêtes. Il m'a dit des choses qu'il ne m'avait jamais dites auparavant. Que les 3 premiers mois d'exploitation du centre avaient été plus durs que prévu. Qu'il avait eu honte de me parler de ses difficultés parce qu'il ne voulait pas me décevoir. Que lui et Sandrine se disputaient au sujet de l'argent bien avant que je ne sois impliqué dans ces disputes. Je lui ai dit qu'il aurait pu venir me voir. Je lui ai dit qu'un père qui ne peut pas entendre de nouvelles difficiles de son fils n'est pas un père à qui l'on peut faire confiance, et j'avais toujours espéré, et j'espère toujours, être digne de confiance. Je n'ai jamais été invité à l'inauguration officielle. Je ne me suis jamais tenu à la porte du centre que j'ai aidé à bâtir pour serrer les mains des collègues de Julien et ressentir cette fierté particulière qu'un parent éprouve face à la réussite de son enfant. Cela m'a été retiré, et je ne prétendrai pas que cela n'avait pas d'importance. Mais ce décembre-là, un vendredi soir, Julien m'a appelé et m'a demandé si je voulais venir au centre pour un dîner de Noël anticipé. Juste lui, Sandrine et moi dans la petite cuisine du personnel à l'arrière du centre, avec des plats d'un restaurant libanais voisin. J'ai dit oui. Je me suis assis à une table pliante dans le centre de mon fils, avec des barquettes à emporter entre nous et une guirlande lumineuse que Julien avait installée le long de la fenêtre, et j'ai pensé à Françoise. Aux 31 ans que j'avais passé à enseigner la logique des chiffres aux enfants des autres, et à ce que signifie investir dans quelque chose. L'argent est la partie facile. On l'accumule lentement et on s'en sépare en une seule décision, puis il quitte vos mains et s'en va dans le monde faire ce qu'il a à faire. Ce qui est plus difficile, c'est l'autre investissement, celui que l'on fait dans une personne sur des décennies avec sa patience, sa présence et sa volonté de rester à table même quand les comptes sont difficiles à faire. Je ne sais pas si Julien et Sandrine ont tout résolu entre eux. C'est leur travail, pas le mien. Ce que je sais, c'est que mon fils m'a regardé à travers cette table pliante et a dit « Cela n'existerait pas sans toi ». Et il ne parlait pas seulement de l'argent. J'ai 65 ans. J'ai enterré ma femme, survécu à ma carrière et mené plus de conversations difficiles que je ne peux en compter. La leçon à laquelle je reviens sans cesse, celle que j'offrirai à tout parent se trouvant dans la position qui fut la mienne, est celle-ci. Un contrat n'est pas un signe de méfiance. C'est un signe de respect. Cela dit, je prends ceci assez au sérieux pour le mettre par écrit. Cela dit, je crois assez en ce projet pour le rendre réel. Le centre de mon fils marche bien maintenant. Les remboursements arrivent le 1er du mois, chaque mois sans exception. Je m'y rends le 2e mardi de chaque mois, et Julien me fait un bref compte-rendu devant un café, le taux d'occupation, les nouveaux patients, l'entretien du matériel. Il a acheté une nouvelle machine à ultrasons au printemps, et il m'a appelé avant de signer le bon de commande. Cet appel téléphonique, celui où il a demandé mon accord avant de dépenser l'argent, valait plus pour moi que n'importe quelle inauguration officielle. Je ne suis pas un homme qui a besoin d'être célébré. Je suis un homme qui a besoin d'être inclus. Il y a une différence et il a fallu perdre l'un pour comprendre l'autre. Si vous êtes un parent qui a donné à un enfant, donné de l'argent, donné du temps, donné de la confiance, et que vous avez commencé à vous sentir géré au lieu d'être respecté, je veux que vous entendiez ceci clairement. Cette histoire nous rappelle que la générosité au sein de la famille ne doit jamais être synonyme d'aveuglement. En France, nous avons souvent cette pudeur vis-à-vis de l'argent, surtout entre parents et enfants, mais la clarté est la base de toute relation saine. Ce récit met en lumière la fragilité des liens familiaux face aux enjeux financiers et l'importance de maintenir un dialogue honnête. Gérard a su transformer une trahison potentielle en une leçon de respect mutuel,
prouvant que protéger ses propres intérêts, c'est aussi protéger la dignité de ses proches. Que pensez-vous de l'attitude de Gérard? Auriez-vous agi avec autant de retenue ou